Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique de Vava, votre émission sportive thématique qui vous est présentée 2 fois par mois. Pour cette première diffusion, nous allons parler du football gabonais et notamment la situation actuelle des footballeurs du Gabon. Donc, dans le sommaire de cette émission, en première partie, nous allons évoquer le statut actuel des joueurs de football du Gabon. La deuxième partie sera consacrée au rôle que joue l'ANFPG, entendez par là l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, et l'AFG, l'Association des footballeurs du Gabon, dans le paysage footballistique gabonais. La troisième et dernière partie sera accordée aux perspectives envisagées pour les footballeurs du Gabon. Donc, dans cette émission, pour évoquer tous ces sujets, avec moi, des invités prestigieux. Je reçois donc Louis Léandre et Bobola Tiba. Je m'excuse encore, la dernière fois, on avait inversé les prénoms. On a mis Léandre, lui. Là, je crois que c'est bien écrit. Louis Léandre et Bobola Tiba, bonsoir. Bonsoir, Baba. Paul Ulrich Kessani, qui va se joindre à nous, on l'espère, d'ici quelques instants. Mais avant tout cela, il y a également Morvan Donda, qui est le président de l'Association des footballeurs du Gabon, l'AFG, ancien footballeur lui aussi, qui participe aux assises consacrées au football et qui nous fait l'honneur, malgré le lourd travail, le volume de travail abattu aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là. Bonsoir Morvan. Bonsoir. Bonsoir Léandre. Bonsoir, vraiment heureux de vous retrouver pour cette première historique de la chronique de Vava que nous présentons 2 fois par mois et aujourd'hui nous sommes justement à cette première diffusion. Donc nous allons parler du statut actuel des footballeurs du Gabon et on va faire un peu d'histoire parce que c'est important de savoir quand même, de situer aujourd'hui le contexte. Il faut se rappeler qu'il y a 15-20 ans, les footballeurs du Gabon avaient un traitement, on va dire, correct, puisque plusieurs grands joueurs africains venaient rejoindre notre championnat. Et le traitement, il faut le dire, était correct, voire même envieux par rapport à certains pays africains, puisqu'on a quand même vu de très, très grands noms comme Georges Alassane, Mohamed Polo, Alassane Seck, venir, n'est-ce pas, jouer dans les clubs gabonais qui avaient également de grands entraîneurs. Mais elle est bien loin, cette époque, puisqu'aujourd'hui, malgré le professionnalisme qui a été introduit, on va le dire, on est en 2021, il y a 10 ans, rien ne bouge, tout a regressé, va-t-on dire même. Et nous allons suivre un élément qui nous retrace la situation actuelle dans laquelle vivent ces footballeurs gabonais. Et ensuite, je vais revenir, monsieur, vers vous pour recueillir vos commentaires, pour recueillir vos avis sur justement la base du contenu de cet élément que nous allons suivre. Et ce sont ces joueurs-là qui ont décidé de faire du football leur profession. Ils ne vivent que de ça. Ils ne vont plus à l'école, ils n'ont pas d'autre boulot, ils ne font que le football. Donc tu vois que dans la situation chaotique, surtout le football gabonais, les premières victimes, ce sont les footballeurs qui se retrouvent parfois sans logement, parfois sans argent, se retrouvent comme des mendiants, et puis voilà quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de maladie. Le football gabonais est mort et il faut carrément changer de système, sinon de fonctionnement pour le relever. Jouer le ballon au Gabon depuis au moins 3 ans, vraiment, c'est dur. On ne supporte plus, manque de salaire. Et depuis là, comme vous constatez, on est sans maillot, il n'y a pas d'argent depuis qu'on a commencé le championnat. Le championnat s'est arrêté à cause du manque de moyens. Les joueurs là, ils se battent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils se battent. Parfois, ça vient à l'entraînement, ça n'a pas mangé. Ils nous disent, oui, coach, on a faim, on n'a pas mangé. À partir de ce moment,
On essaye de baisser la charge de travail pour les uns. On voit ceux qui ont mangé, qui sont un peu bien. On dit ok, on va pousser avec cela. Mais sinon, sans vous mentir, c'est très difficile. C'est très difficile. Le vrai sujet, c'est de se dire que l'État met de l'argent dans le sport, mais peut-être pas au bon endroit. Et cet argent que l'État met ne va pas forcément à la bonne personne. Il n'est pas dans la vocation de l'État de payer les joueurs de football. C'est la responsabilité des clubs. Mais l'État soutient la pratique du sport en mettant un peu d'argent. Les clubs doivent être eux-mêmes amenés à avoir un vrai projet économique pour pouvoir payer les joueurs. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons tous suivi les commentaires qui ont été faits à travers ces intervenants. Alors, je vais me tourner vers Léandre, président de club de FAL, le foyer de football animation de Libreville. Lorsque tu écoutes les intervenants de cet élément, qu'est-ce que ça t'inspire? Toi qui es président de club et qui est un acteur, un observateur averti depuis de longues années de notre football. Qu'est-ce que ça t'inspire? Sincèrement, ça fait froid au dos. Et c'est beaucoup de tristesse. En fait, ça m'inspire beaucoup de tristesse pour la simple raison que, à la différence d'un centre de formation comme le mien, le foyer de football et d'animation de Libreville, où nous ne sommes que des amateurs, pas des professionnels. Donc, c'est encore gérable à notre niveau, c'est d'autant plus que nous nous débrouillons avec nos propres moyens, pas avec la subvention d'État. À ce titre-là, vous savez comme moi que logiquement, quand on est amateur, c'est des petites associations qui se réunissent par affinité autour d'un projet sportif porté un peu par un ensemble de personnes, chacun étant à sa place, en sachant également que le plus gros est peut-être supporté par le président. C'est un peu la même chose que nous voyons partout dans les petits clubs amateurs. Mais ce qui choque ici, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a 10-15 ans, les footballeurs vivaient dignement de leur métier, de la pratique du football. Aujourd'hui, le footballeur est devenu quasiment mendiant, comme ce qui est dit ici. La vie d'un footballeur est une vie précaire, en fait, aujourd'hui en République gabonaise. Donc, quand vous voyez ces jeunes footballeurs qui s'entraînent, ils n'ont même plus de maillot, on ne sait pas à quel club ils appartiennent, il n'y a aucune identité, on regarde les maillots du championnat étranger, on ne sait pas à quel club. C'est sûr qu'ils sont peut-être même délaissés par leur propre club, et ils entretiennent la forme physique individuellement. Donc, c'est pour dire que voilà des gens qui se retrouvent quasiment dans la rue, on ne sait pas qui est leur employeur. C'est d'autant plus que le championnat a arrêté depuis longtemps et aucun club, excepté peut-être 1, 2 ou 3, qui dispose des trésoreries permettant de subvenir aux besoins de leurs joueurs. Mais pour le reste, c'est quasiment de la débandade. Ça veut dire que le championnat ne se joue pas, on ne peut pas s'occuper de vous. Il n'y a aucune garantie pour ces gens-là de repartir, de retrouver une activité qui soit saine à un niveau de performance qui puisse permettre à ces gars-là de pouvoir revenir à des niveaux plus ou moins acceptables. Donc, je crois que, très sincèrement, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de désolation quand je regarde ce qui se passe ailleurs, où le championnat se joue régulièrement, contrairement à nous ici, pour des raisons régulièrement avancées, mais ces mêmes raisons sont vécues ailleurs dans d'autres pays parce que la Covid ne peut pas justifier tout ce que nous voyons aujourd'hui, d'autant plus que le Gabon n'est pas le seul pays frappé par la Covid. Oui, mais est-ce que Léandre, est-ce que justement aujourd'hui le cafouillage qui existe, la confusion qui existe sur le statut des footballeurs ne justifie pas aujourd'hui le fait que les autorités sportives aient envie, n'est-ce pas, de régler la situation pour que les différentes compétitions auxquelles prennent part ces sportifs-là garantissent au moins un minimum pour les conditions existentielles et de pratique de ces footballeurs. Est-ce que cela ne justifie pas aujourd'hui justement cette confusion-là? Est-ce que ça ne justifie pas l'arrêt de ces compétitions aujourd'hui? Disons que je ne sais pas si ça peut justifier l'arrêt. Peut-être qu'aujourd'hui, on sait tous que la décision a été, c'est une décision à la base politique, hein, même si c'est vrai qu'il y avait d'autres éléments en dessous.
Mais si le championnat ne se joue pas aujourd'hui, on nous a dit que c'était pour des raisons de Covid. Ça, c'est la raison principale. Maintenant, on s'est servi de cette raison avec le blackout qui a suivi pour essayer, du moins je crois, de régler un certain nombre de problèmes qui remontent comme ça à la surface, notamment le fameux statut de footballeur gabonais. Alors, il est difficile aujourd'hui parce que il faut avouer que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que les entreprises, l'État et autres n'avaient rien demandé. Pardon, les clubs n'avaient rien demandé à l'État à l'époque. C'est l'État qui a amené le professionnalisme, mais l'État, en amenant le professionnalisme, n'avait peut-être pas mis tous les garde-fous nécessaires en pensant au statut du footballeur, en sachant qu'autrefois, le footballeur était entièrement à la charge du club. Or, en basculant au professionnalisme, l'État a mis des sommes folles, et là nous parlons à coups de milliards, sans pour autant mettre les garde-fous, s'assurer de certaines garanties, de ce que les clubs ne dormiraient pas sur cette subvention-là, les responsables de clubs ne dormiraient pas sur cette subvention-là. Donc, ça veut dire que n'importe qui pouvait créer un club, 2-3 années plus tard, il se retrouve en première division, en comptant sur la subvention de l'État. Et lorsque la subvention de l'État n'arrive pas, le club, ou à la limite, les joueurs vont faire grève en estimant qu'ils ne sont plus payés, donc ils ne peuvent pas jouer, sans pour autant se demander ce que ces clubs-là apportent à l'État. C'est quand même des deniers publics. Donc, à un moment donné, il faut que le comptable public aille regarder ce qui est fait des deniers publics, parce que ce sont les impôts, les gens comme nous autres qui cotisons. Ce sont les impôts qui sont servis à ces clubs-là sous forme de subvention. Donc, l'État, qui s'est dévoué sans qu'on lui ait rien demandé, a mis en place le professionnalisme. Mais le problème, c'est que l'État n'a pas pris ses responsabilités en allant jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il attendait des clubs? Quels sont les garde-fous qu'il a pu mettre? Et aujourd'hui, on revient quasiment à la case de départ avec un élément essentiel, c'est le statut de footballeur du Gabon. Doit-on continuer à jouer sans pour autant qu'on ait défini le statut particulier? Parce que là, on va aller vers un statut particulier, parce que le footballeur ne peut pas être comme un travailleur lambda, pour la simple raison que la durée de vie de son activité, on va dire, la pratique en elle-même, la pratique du sport, on n'a pas de carrière, c'est assez exceptionnel de voir chez nous en Afrique des carrières qui vont jusqu'à 15 ans, sachant un peu l'hygiène sportive du footballeur. Rares sont les carrières qui dépassent les 15 ans, les 20 ans. Même si toi, Valérie, tu as joué plus de 15 ans, mais ça, c'est des exceptions. Une petite blessure est vite arrivée, on mal soigné, et puis la carrière s'arrête là. À partir du moment où elle s'arrête là, est-ce que vous avez suffisamment cotisé pour prétendre recevoir de vos cotisations pour continuer à vivre? Donc, nous avons tout ça qu'il faut, à un moment donné, qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs comme ça a été fait aujourd'hui, et puis revenir en disant, écoutez, vous les clubs, débrouillez-vous pour la simple raison que l'État n'a plus d'argent. Mais c'est l'État qui a créé cette situation, il faut l'assumer à un moment donné, sans pour autant chercher des raccourcis pour pouvoir arrêter des compétitions qui se déroulent ailleurs normalement. En tout cas, de toutes les façons, la situation est là, il faut y faire face et ça me donne l'occasion également de rebondir vers Morvan, le président nouvellement élu de l'Association des footballeurs du Gabon, qui est forcément informé de cette situation, mais on n'a pas beaucoup entendu l'Association des footballeurs du Gabon se prononcer justement sur ce statut des footballeurs, sur la confusion qui règne. Aujourd'hui, Morvan, quelle est la position de la structure que tu gères face à cette situation? Écoute, Valérie, c'est difficile de prendre la parole après Léon, vu son éloquence. Mais je vais quand même m'essayer. Alors, lorsque j'ai pris les rênes de l'Association des footballeurs du Gabon, c'est une association qui était tombée depuis longtemps dans la léthargie. Mais en tant qu'ancien footballeur, je regardais quand même de près cette situation. Alors, comme disait Léon, c'est vraiment une situation de désolation aujourd'hui pour les joueurs par rapport au premier élément que tu as fait partie. Ce sont des garçons
qui sont quasiment sacrifiés. Ils ont décidé de faire du football leur métier, de vivre du football. Alors, il te souviendra qu'à l'époque où on jouait encore, on vivait parfaitement. Mais on n'avait pas un statut professionnel. Non. Mais nous étions traités comme des professionnels. Chaque mois, on recevait régulièrement nos salaires qui étaient virés dans nos comptes bancaires, ou alors on recevait des chèques pour ceux qui n'avaient pas de compte bancaire. Mais le statut était un statut hybride, mais on n'avait jamais déclaré que nous étions des professionnels. Aujourd'hui, comme a dit Léon, l'État a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord fixer un cadre législatif et réglementaire pour définir quel est le statut du footballeur gabonais avant de prétendre organiser un championnat professionnel. Parce que pour organiser un championnat professionnel et avoir des joueurs professionnels, tout ce processus obéit à certaines règles, des règles obligatoires à mettre en place pour une meilleure lisibilité. Le résultat est là. Quelques années plus tard, après plusieurs milliards investis, au lieu d'avancer, on a au contraire reculé. Donc, l'association des footballeurs du Gabon, même à travers les assises qui se déroulent en ce moment à l'hôtel Nomade, a demandé effectivement que l'on puisse, avant tout, fixer un cadre législatif et réglementaire de la pratique du football au Gabon. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura exactement quel est le statut du footballeur gabonais qui sortira probablement de ces assises. Parce qu'il n'y a rien. Ils ne sont appelés footballeurs professionnels que de nom. Même le championnat dit professionnel au Gabon ne repose sur aucune loi. Il n'y a aucune loi qui régit l'organisation d'un championnat professionnel. Vous voyez? Donc, du coup, il y a un vide juridique qui est là. Et ce vide juridique ne profite pas aux footballeurs. Voilà. C'est toute cette cacophonie-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gars vivent dans la précarité. Donc, parce que prétendre à une quelconque retraite, ce n'est pas possible. Parce que même le simple pécule, comme ça se fait en France et en Belgique, on ne peut pas l'organiser ici parce que les choses ne sont pas claires. Donc, l'association des footballeurs du Gabon, au même titre que l'ANFPG, s'insurge contre cette situation et souhaite qu'au sortir des assises qui sont organisées actuellement, le statut du footballeur gabonais soit que les panélistes légifèrent là-dessus. Bon, on est d'accord que professionnel ou amateur, la confusion, elle est là. On va dire même pas amateur puisque rien n'est défini. On navigue, les footballeurs naviguent entre deux eaux, on va le dire comme ça. Mais il faut quand même aujourd'hui situer les responsabilités des uns et des autres. Nous avons, au niveau des instances footballistiques, nous avons le ministère des Sports, nous avons la Fédération gabonaise de football, qui est le propriétaire, on va dire, des compétitions, et nous avons l'organisateur, qu'est la LINAF, aujourd'hui. Comment faire justement pour mettre en place ce statut des footballeurs du Gabon, lui, Léandre Bobola? Comment faire pour mettre en place ce statut aujourd'hui entre ces trois, justement, composantes importantes du football gabonais, c'est-à-dire le ministère, comme je l'ai dit, la fédération, la LINAF, et évidemment, on ne peut pas mettre à l'écart les associations qui représentent les footballeurs. Selon vous, comment cela peut-il s'harmoniser, comment ça peut se mettre en place pour justement sortir de cette cacophonie-là? Oui, je tiens personnellement à saluer la brillante intervention de Morvan en sa qualité de président donc, de l'Association des footballeurs du Gabon, qui, soit dit en passant, même comme il a reconnu tout à l'heure, était tombé franchement dans une léthargie sans précédent. Heureusement qu'entre-temps, il y a l'ANFPG qui s'est aussi constitué et est venu donner un coup de
un coup d'accélérateur par rapport aux revendications donc, des footballeurs dits professionnels. Alors, Vava, la première chose qui m'interpelle en tant que sportif, en tant que féru du ballon rond, c'est qu'il y a à peine quelques mois, on a voté une loi sur la pratique du sport et l'éducation physique. Je pense que Morvan sait ce que c'est. Aux assises là-bas, c'est sûr que on doit en parler abondamment. Vous voyez, on a commencé à faire du professionnalisme, mais en dessous, il n'y avait rien. Ce qui est quand même assez curieux. En dessous, il n'y avait rien. Morvan disait tout à l'heure, à votre époque, vous n'étiez pas des professionnels, mais vous étiez traités comme des professionnels. Logiquement, le traitement d'autrefois, c'est-à-dire que vu la manière dont les compétitions étaient organisées et qui allaient régulièrement à leur terme, avec des joueurs non professionnels, mais au statut hybride qui était davantage beaucoup plus proche du professionnel que de l'amateur, on aurait dû s'inspirer déjà à cette époque-là du fonctionnement des clubs, voir comment est-ce que les clubs, les joueurs étaient traités dans ces différents clubs-là. Ça aurait pu être une source d'inspiration. Oui, mais excuse-moi, Léandre. Il faut reconnaître qu'à cette époque-là, l'époque que nous évoquions, il y avait plusieurs opérateurs économiques dans le pays qui se sont, n'est-ce pas, lancés qui se sont investis pour sponsoriser et être des financeurs de certains clubs. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, est-ce que finalement le retrait de ces opérateurs économiques n'a pas été justement le début de la descente aux enfers pour non seulement le football, mais également pour les footballeurs. D'où absolument là. Absolument. C'est clair que lorsque celui qui paye le tir, il est évident que celui qui joue se retrouve en difficulté. Ça, c'est clair. Souviens-toi, Vava, qu'à l'époque où c'était les clubs qui finançaient, les entreprises étaient propriétaires de ces clubs-là. Oui. Propriétaires. Donc, à partir de ce moment-là, toi, Valérie, toi, Morvan, vous étiez traité comme un employé de l'entreprise. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il faut d'abord, la première question qu'on aurait dû se poser, puisqu'on veut relancer le professionnalisme, qu'est-ce qui a mené au retrait de ces entreprises? Ça, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Oui. Comment toutes ces entreprises, du jour au lendemain, les unes après les autres, se sont désengagées du football en sachant que le football était l'opium du peuple? Il y a une grosse question qu'on ne s'est jamais posée. Il faut se la poser pour trouver la réponse. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas aux assises, mais un club comme, imaginez une entreprise comme Comilog, Mangasport est toujours là. Comilog continue à financer des activités sportives. Et pendant ce temps, dans le secteur pétrolier, il n'y a plus d'équipe, mais les pétroliers sont encore là. Mais ce qui est demandé, c'est peut-être pas revenir au salaire d'autrefois, puisque l'État a décidé de prendre les choses en main. L'État a mis des instances qui devraient redistribuer la main. Il faut même rappeler que la Caisse nationale de sécurité sociale avait un club. La Poste avait un club de CSB. Tout à fait. N'est-ce pas, il y avait ajouté aux propos que tu viens de tenir. Donc, et du jour au lendemain, tout le monde s'est retiré. Il n'y a qu'un seul qui est resté. Et comment se fait-il que les autres se soient retirés et qu'un seul soit resté? Qu'est-ce qui a mené au retrait des autres? Ça, c'est la première chose. Maintenant, puisque ces entreprises-là continuent à faire du bénéfice, continuent à faire du chiffre, comment ramener ces entreprises à subventionner ou à la limite à soutenir, peut-être pas seulement le football, mais l'activité sportive en République gabonaise? Vava, j'ai entendu brièvement comme ça dans le discours d'une autorité, quelqu'un qui parlait de la responsabilité sociétale. On va financer ce qu'on appelle la RSE en fait, c'est un peu le côté. Pour ceux qui font du développement durable et tout le reste, c'est que la richesse elle est produite ici. Il y a une partie qu'il faut réinvestir sur place à travers des activités qui peuvent susciter de l'intérêt ou qui peuvent contribuer au bien-être des populations. Soit. Mais quand vous regardez la loi elle-même,
au niveau de la responsabilité sociétale, que ce soit les pétroliers, que ce soit les miniers, le décret d'application dans le secteur minier. Mais en fait, ça arrête quasiment toute possibilité de financer le football complètement. Là, c'est parce que le temps ne nous permet pas. J'aurais pour vous discuter ces différentes lois. Vous verrez qu'elles ne peuvent pas suffire, elles ne peuvent même pas financer, même pas un début de financement pour le sport. Est-ce que demain, on va devoir mettre un impôt pour le sport? Je n'en sais trop rien. Mais cet impôt ne relèvera pas de la responsabilité sociétale. C'est un outil que l'État pourra mettre en place, activer pour financer, pour alimenter le fonds du sport. Qu'on ne dise pas simplement qu'on va taxer la téléphonie mobile, parce que la téléphonie mobile est suffisamment taxée. Il faut aller chercher d'autres niches. Et là, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tout ça, pour aller beaucoup plus loin, il faut d'abord que nous puissions nous entendre sur le statut qui sera particulier du footballeur du Gabon. Pour la simple raison qu'on ne peut pas dire ou à la limite établir des catégories socio-professionnelles dans le milieu du football en se disant, bon, mais voilà, parce que dans ce milieu, c'est chacun qui négocie son contrat. Oui, bien sûr. Les revenus de tout un chacun sont déterminés par le contrat individuel, ce n'est pas un des contrats collectifs. Donc, il ne faut pas aligner tout le monde à 200 000, 300 000, 400 000, comme j'ai entendu dire quelque part. Si M. Ondo Valéry, c'est la star de l'équipe, pour retenir M. Ondo Valéry, vous n'allez pas payer M. Ondo Valéry quand vous payerez Bobola, qui, lui, n'est même pas titulaire, par exemple. Si Ondo Valéry n'a pas ce qu'il veut chez vous, ben, il sera tenté d'aller ailleurs. Mais s'il va ailleurs, ce n'est pas pour gagner ce que vous lui donnez ici, ce sera pour multiplier 2 ou 3 fois son salaire. Donc, c'est la loi du marché. Hein? Et voilà, c'est la loi du marché. Donc, à partir de ce moment-là, Vava, la responsabilité, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, oui, j'admets, elle est partagée. Elle est partagée pourquoi? Parce que l'État est rentré dans un business dont il n'avait vraiment pas la maîtrise. Il s'est imposé aux responsables des clubs en se disant que, bon, mais voilà, je veux, par l'approche des résultats, si je mets du professionnalisme, il est évident que dans 3-4 ans, je peux gagner une canne parce que nous ne nous voilons pas la face, c'était ça l'objectif. Je mets le professionnalisme, dans 5-6 ans, je gagne une canne. Malheureusement, on est passé professionnel, on n'a jamais dépassé les quarts de finale des cannes. Donc là aussi, il y a un échec. Et derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, bien voilà, les responsables de clubs qui n'ont rien demandé à l'État, qui ont profité des largesses de l'État, certains ont créé des clubs et qui aujourd'hui n'ont même pas les moyens, parce que dites-vous bien qu'il y a quand même certains présidents de clubs qui ont du mal même à payer des loyers. Ça existe. Mais si vous avez du mal à payer un loyer, ça m'étonnerait que vous puissiez supporter une équipe de football, par exemple. Tout à fait. Donc, à cela, ils n'attendent que le pécule de l'État pour pouvoir fonctionner les clubs, faire fonctionner leur club. Ils sont propriétaires du club et ils demandent des moyens, ils demandent de l'argent à l'État pour la simple raison que c'est l'État qui a créé cette situation-là. Donc, il faudrait que l'État là-dessus. Leur responsabilité, c'est peut-être au niveau, comment dire, de ceux que derrière, à part la subvention de l'État, ils n'ont rien développé d'autre comme source de revenus pour entretenir le club. Voici la responsabilité des présidents de club aujourd'hui. Mais comme je dis, tout ça, ça participe effectivement de ce que l'État soit rentré dans une affaire pour laquelle il n'avait aucune maîtrise, pour laquelle il n'a mis aucun garde-fou. Tu as l'avantage d'avoir vécu, n'est-ce pas, cette période faste du football gabonais en tant que joueur. Aujourd'hui, tu t'es reconverti dans le monde judiciaire et tu es toujours resté très proche du football. Tu prends la tête aujourd'hui d'une association, comme tu l'as dit, qui était tombée aux oubliettes. Donc, par rapport à cette situation justement des footballeurs, selon toi, qu'est-ce qui doit être mis en marche, qu'est-ce qui doit être mis en œuvre et qui doit en être l'instigateur principal? Nous avons les 3 parties que l'on a cités, le ministère des Sports, la Fédération, la LINAF, accompagné bien évidemment des associations que vous êtes, mais qui doit déclencher ce processus? Qui doit finalement lancer la machine, selon toi, pour que non seulement ça se mette en place, mais que ce soit appliqué? Déjà, dans un premier temps, je pense que nous, Association et syndicats des footballeurs, nous avons le devoir de défendre les intérêts de nos adhérents.
Et le fait qu'aujourd'hui, ces garçons jouent au football sans véritable statut qui régit la pratique du football au Gabon, c'est une situation qui est préjudiciable aux footballeurs. Donc, si nous attendons que cela vienne des pouvoirs publics, je sais, j'ai échangé dernièrement avec monsieur le ministre en charge des sports, j'ai senti en lui quelqu'un qui avait la volonté, effectivement, de faire bouger les choses. Mais je pense que nous, associations, nous avons le devoir d'interpeller la Fédération gabonaise de football, qui est le garant de l'organisation du football au Gabon, pour lui dire qu'il faut absolument mettre en place le statut du footballeur gabonais. Absolument. Parce que si nous attendons que cela vienne d'eux, ça ne va pas forcément être évident parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Or, si derrière, nous mettons en bloc les deux structures qui existent, parce que la particularité des deux structures, c'est que l'AFG, dont je suis le président aujourd'hui, est reconnue au niveau de la Fédération gabonaise de football. C'est partie du congrès de la Fédération gabonaise de football. La NFPG est affiliée à la FIFPO. Aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de nous chamailler. Au contraire, on doit se mettre ensemble, si tant est que la volonté commune est celle de défendre les intérêts des footballeurs. Il n'y a aucun mal à ce qu'on se mette ensemble pour ça. Donc, moi, je pense sincèrement que ce sont les pouvoirs publics qui ont mis la charrue avant les bœufs pour organiser un soi-disant championnat professionnel, sans pour autant prendre la peine de mettre d'abord en place un cadre juridique qui fixe toutes les conditions nécessaires à la pratique du football professionnel au Gabon. Donc, je pense que nous, syndicats et associations de footballeurs, nous avons le devoir de faire en sorte que les choses bougent. D'accord. Ça, c'est très important. D'accord. Écoute, moi, je te remercie parce que tu as fait la liaison avec justement la deuxième partie de notre émission qui évoque avec les invités que vous êtes le rôle justement des deux associations, c'est-à-dire l'AFG et l'ANFPG. Donc, déjà, la première question comme ça qui me vient à l'esprit, c'est finalement, quels sont les rapports qui existent, si rapports existent-ils, entre l'ANFPG et l'AFG Morvan? Bon, déjà, moi, je vais te dire que, hormis le respect et la courtoisie qu'on a les uns envers les autres, parce que moi, je suis leur aîné, il n'y a aucune relation, disons, de fraternité qui existe entre nous. D'accord. Déjà, j'en veux pour preuve, lors du décès de notre regretté frère Régis Manon, nous avions pensé à l'époque que nous devions aller ensemble pour organiser les obsèques de Régis. Oui. Et on avait d'ailleurs déjà intégré les jeunes de l'ANFPG dans le directoire d'organisation des 10 obsèques. Et puis, on avait même pondu un communiqué. C'est vrai qu'il avait été maladroit parce qu'on n'avait pas pris la peine, enfin ceux qui l'avaient fait à l'époque n'avaient pas pris la peine de prévenir l'ANFPG. Oui. L'ANFPG avait l'intention de publier un communiqué commun par rapport au décès. Alors, donc, au cours d'une réunion qu'on avait organisée, mon petit frère Rémi Ebaniga était arrivé et il a dit qu'il était hors de question qu'eux ils rentrent dans l'organisation des obsèques de Régis avec l'AFG, qu'eux ils avaient leur organisation personnelle et que les membres de l'ANFPG faisaient déjà partie du directoire de l'organisation de ces obsèques devaient se retirer. Ce qui avait été fait. C'est que, à ces obsèques-là, les deux associations sont arrivées chacune de son côté. Alors que lors des obsèques de Brou, l'AFG était incrustée dans l'organisation mise en place par Paul Kessani à l'époque, encore secrétaire général de l'ANF. C'était fondu dans un mot parce qu'on avait estimé que bon, on défendait les intérêts d'une même corporation et qu'il n'y avait pas de mal à ce qu'on se mette ensemble, surtout dans un cadre de décès. Donc, moi, aujourd'hui, depuis que moi j'ai pris la direction
la présidence de l'AFG, je n'ai eu aucun contact direct avec l'ANFP. D'accord. Donc, lui, Léandre, finalement, Oui, toi, voilà. le président de club, tu as des joueurs que tu gères au quotidien et qui peuvent, à un moment donné, ambitionner d'adhérer dans une des associations, mais face justement à la situation que Morvan vient de décrire, parce qu'on se rend bien compte à travers ce qu'il a dit, que les rapports sont difficiles. Donc, on peut estimer également que les footballeurs se retrouvent à la limite entre deux chaises, entre l'AFG et la NFPG. Et toi, le président de club, justement, qu'est-ce que tu peux dire justement à tes joueurs qui sollicitent ou qui veulent adhérer justement à l'une de ces deux associations par rapport à cette situation, on ne va pas dire conflictuelle, mais qui laisse un peu pantois les acteurs principaux que sont les footballeurs? Tu sais que l'adhésion à une association est d'abord libre. L'adhésion est d'abord libre. Mais ce qui s'est passé avec le regard que j'ai, Oui, c'est que pendant longtemps, comme l'a dit Morvan tout à l'heure, oui, l'AFG était rentré franchement dans un sommeil à la limite du coma, oui. si on peut le dire. Et pendant ce temps, la LFPG est née et a commencé à faire ses pas. Tout à fait. Avec comme principaux membres des jeunes, soit qui venaient d'arrêter ou qui étaient encore, dont la carrière touchait à la fin, ou à la limite qui étaient encore assez suffisamment actifs. Face à la léthargie de l'AFG, l'NFPG a commencé donc à prendre du galon et progressivement a voulu se démarquer des anciens qui, eux, avaient leur association mais qui ne décollaient pas, pour dire les choses telles que nous les observons de manière assez détachée. Et ce qui s'est passé, c'est que chacun évoluant de son côté, ce n'est pas lors d'un décès qu'on va devoir mettre les conditions de travail qui nous permettent des rapprochements. Mais sauf que là, c'est quelque chose de particulier, c'est spécial parce que quand on veut rendre hommage à quelqu'un qui a été aussi grand que Régis, je pense qu'on peut à un moment donné faire une trêve terre querelle si tant est qu'il y a des soubresauts entre nous. Tout à fait. Malheureusement, la sagesse n'avait peut-être pas prévalu. Les jeunes loups aux dents longues se sont montrés peut-être pas du tout coopératifs, si je m'en tiens à ce que dit Morvan. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que d'un côté, il y a une association qui est reconnue par la FIFPro qui discute aussi bien avec la FIFA, mais peut-être moins bien avec la FEGAFOOT. Et il y a une association qui est reconnue par la FEGAFOOT, mais pas par la FIFPro. Donc là, déjà, ça pose un peu problème. Parce que logiquement, je dis bien logiquement, la FEGAFOOT et la FIFA doivent reconnaître les mêmes organisations, en principe. Mais il n'est pas dit que celle qui n'est pas reconnue par la FIFA n'est pas légitime à partir du moment où elle est reconnue par la FEGAFOOT. Donc, ce qui se passe de mon point de vue, c'est qu'à un moment donné, ces deux associations qui défendent la même corporation, pour qu'elles soient suffisamment fortes, il faudrait qu'à un moment donné, elles puissent s'accorder sur l'essentiel. Je dis bien puissent s'accorder sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est la question du footballeur gabonais. Et à ce jeu-là, vous remarquerez que dans la précarité qui est la leur, les footballeurs gabonais iront probablement vers celle qui va crier le plus. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, si demain, mes enfants voudraient adhérer à l'une ou l'autre association, je vous dis que l'adhésion, elle est libre. Le plus important maintenant, c'est qu'ils doivent, ces enfants-là, se soumettre aux obligations de membres. Ça veut dire que s'il faut cotiser, eh bien, il faut cotiser. Ne dites pas que nous, on est amateurs, on ne cotise pas. Oui.
Donc, à partir de ce moment-là, il faut pleinement assumer ses responsabilités. Bon, maintenant, la NFPG, c'est des professionnels. Les miens ne sont pas des professionnels. Donc, la tendance pour eux serait d'aller plutôt à l'association des footballeurs gabonais. Ben, j'ai quand même, au vu de cette situation qui nous laisse tous un peu confus, j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça en me disant, il est quand même difficile pour des joueurs de football qui ont déjà des difficultés à subvenir à leurs besoins au quotidien de justement contribuer dans les cotisations de ces deux associations-là. C'est compliqué à mon avis. Je ne sais pas comment le président Kem Morvan voit la situation. Des joueurs sans salaire, comment font-ils pour cotiser? Parce qu'il faut bien que l'association, elle vit également des cotisations de ses membres. Mais dans cette situation, que préconisez-vous? Ben, écoute, Baba, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que les garçons vivent des moments difficiles. Donc, il est hors de question, c'est vraiment une situation spéciale. Il est hors de question aujourd'hui qu'on demande à nos adhérents de venir contribuer. Parce que même lorsqu'on leur donne une partie de l'argent qui leur est dû, ils sont déjà certainement tellement endettés de leur demander encore de cotiser dans ce qu'ils ont eu. Cela relève quand même d'un peu de méchanceté. Donc, pour l'instant, la situation actuelle fait que l'AFG a gelé les cotisations de ses adhérents. D'accord. Jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, à ce moment-là, nous repartirons de nouvelles bases. Mais aujourd'hui, que ce soit lorsqu'ils reçoivent leurs avances sur la dette de l'État vis-à-vis des joueurs, dernièrement, la FEGAFOOT a essayé d'aider à apurer, l'AFG n'a rien exigé aux adhérents. Rien du tout. D'accord. Mais Morvan, moi, je ne remue pas le couteau dans la plaie, je donne mon sentiment. Je reviens encore, même si ça a été évoqué à travers un événement, on va dire, malheureux, le décès de Régis Manon. Mais j'ai comme l'impression qu'au niveau de l'AFG et de la NFPG, il y a comme un conflit intergénérationnel où j'ai envie de dire où j'ai envie même de poser la question. Finalement, la NFPG défend quel joueur? L'AFG défend quel joueur? Parce que je crois que ça aussi, il faut arriver à pouvoir définir ce qui se fait. Ou alors, comme tu l'as dit, conjuguer vos efforts pour que les choses soient clarifiées à ce niveau-là. Moi, je suis un peu dans le cafouillage. Donc, peut-être que lui, Léon, tu peux nous apporter un éclaircissement et que Morvan, tu pourras peut-être renforcer. Mais disons que… Oui, Léon. Ah non, je voulais… Oui, vas-y, Morvan. Je voulais dire que vraiment l'intérêt pour tout le monde, tant est que nous sommes là pour défendre les intérêts des footballeurs, vraiment, l'intérêt pour tout le monde était qu'on se mette ensemble. Quand chacun a des buts visés, moi je ne sais pas quel est le sentiment qui anime la NFP. Mais lorsque vous regardez la dénomination de cette association, elle défend les footballeurs professionnels. Donc, son cadre est déjà circonscrit, footballeurs professionnels. La NFP, c'est l'association des footballeurs du Gabon. Qu'ils soient anciens footballeurs aujourd'hui en fin de carrière, qu'ils soient footballeurs en activité. L'AFG a une ouverture un peu plus large. À supposer aujourd'hui que le championnat du Gabon, dont on a dit professionnel, mais qui ne l'est en réalité pas, parce qu'il ne repose sur aucun cadre juridique, alors si ce championnat redevient totalement amateur, par hasard, que ferait la NFPG à ce moment-là, puisque ils défendent les footballeurs professionnels? C'est là toute la question. Mais aujourd'hui,
l'intérêt pour nous tous, au vu de la situation actuelle dans laquelle vivent les footballeurs gabonais, l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble, de fusionner nos efforts, même si chacun est de son côté, mais qu'on ne se regarde pas en chien de faïence. Pas du tout. Nous poursuivons les mêmes objectifs, de défendre les intérêts des gens. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons nous regarder en chien de faïence. C'est vrai que, apparemment, lorsqu'on regarde, c'est un conflit intergénérationnel. Parce que là, vous avez d'un côté mes petits frères qui ont arrêté il n'y a pas longtemps, et puis de l'autre côté, il y a moi et certains plus âgés. Vous voyez, donc c'est peut-être ce conflit intergénérationnel qui crée l'impression qu'il y a un malaise entre les deux associations. Mais en réalité, il n'y a pas de malaise. C'est la même famille. Il y a peut-être quelques incompréhensions, et je pense que je vais faire la démarche, parce que moi, je suis le grand frère. Je vais faire la démarche qu'il faut pour me rapprocher des petits frères, pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, si j'accuse une fin de non-recevoir, je comprendrai que les petits frères ne veulent rien faire avec les dieux. Oui, lui, les dieux te donnent la parole. J'espère que ta démarche va trouver toute sa raison d'être. Donc, lui, Léandre, par rapport, moi j'ai bien envie d'avoir ton avis là-dessus, toi qui as le recul nécessaire. C'est vrai que président de club, on voit aussi qu'il y a des présidents de clubs qui, n'est-ce pas, militent pour que leurs joueurs ne soient pas adhérents à une des associations, en pensant justement que ces associations-là vont inculquer à ces joueurs-là, comme on dit généralement chez nous, la mauvaise tête pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, pourrir le groupe ou le club. Toi qui es le président d'un club depuis fort longtemps, comment tu vois la situation entre justement ces deux associations-là et l'impact que ça peut avoir au niveau des joueurs? Bon, comme je maintiens un peu ce que je disais tout à l'heure, puisque Morvan allait un peu dans le même sens. Ce conflit de génération qui finalement gangrène la vie associative au niveau des anciens et au niveau des footballeurs, qu'ils soient professionnels ou anciens footballeurs, on va dire, parce que pour la simple raison qu'il y a moins de clubs amateurs qui adhèrent à ces associations-là que les joueurs dits professionnels. Alors, Morvan a posé une question, mais très pertinente. Voilà où nous sommes en plein dans les assises. Oui. Au sortir des assises, si d'aventure il est déclaré que le championnat gabonais redevient amateur, donc du coup, vous voyez, la NFPG, à mon sens, puisque c'est Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, si demain on n'a plus de professionnels au niveau du championnat national, ça veut dire que la NFPG ne retrouvera que les joueurs expatriés, les professionnels expatriés, puisqu'on n'aura pas de professionnels ici. Donc, je crois que le but, ce qui est recherché, ce sont les intérêts des footballeurs. Mais en même temps, un président de club, c'est d'abord un manager. Il doit être un manager. Mais un manager n'a pas peur de travailler avec des associations. Bien au contraire. Il faut des regroupements associatifs par corporation. Ce n'est pas parce que vos joueurs vont adhérer à un syndicat, ce qui est tout à fait légitime, que vous allez vous sentir en danger. Si, évidemment, vous êtes un mauvais payeur, vous êtes un mauvais président, vous êtes un mauvais patron. Là, vous aurez peur des syndicats. Mais si vous avez l'aisance, vous affichez toute la transparence nécessaire, je vous assure que pour avoir longtemps été manager administratif, je n'ai jamais eu à faire face à une grève. Pour la simple raison que j'ai toujours été transparent. Et le management de proximité permet de décloisonner certaines choses pour se rendre disponible et discuter aussi bien avec ses collaborateurs qu'avec ses employés. Donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, on peut aisément le déplorer parce que d'une génération à une autre, la FPG
c'est tellement, c'est-à-dire sa période comment dire, sa période de coma était tellement prolongée qu'elle avait laissé un vide. Et ce vide-là, les petits se sont constitués, sachant que le championnat était devenu professionnel et que ceux qui, à juste titre, devraient connaître des problèmes mieux que d'autres, ben, c'était ceux qui étaient actifs. Donc, les footballeurs dits professionnels qui appartenaient désormais à ce championnat-là. Donc, il était beaucoup plus facile d'essayer de fédérer cela pendant que l'AFG rentrait dans une période de léthargie sans précédent. Et à partir du moment où la nature ayant horreur du vide, et bien, du coup, l'AFG a tiré beaucoup d'adhérents. Dernièrement, l'acte qui a été posé par l'AFPG, c'est simplement lié au fait que cette association a été beaucoup plus audible, elle a été beaucoup plus vocale que sa grande sœur, et que, ventre affamé n'ayant point d'oreille, ces gens-là ont répondu à des sirènes d'une association qui voulait sincèrement en découdre, contrairement aux anciens qui se sont montrés un peu plus sages. Mais, oui, mais face à la précarité… Je rebondis justement sur ce fait-là qui n'est pas anodin, parce que la fédération n'a pas manqué de réagir très rapidement là-dessus, n'est-ce pas, en écartant aujourd'hui toute forme de collaboration avec l'ANFPG. Donc, il faut également, sans parti pris, situer le fait que les rencontres qui se réalisaient entre l'ANFPG et la Fédération gabonaise de football, on peut le dire, puisque l'association, selon les statuts de la fédération qui siège au Congrès, c'est elle qui a pignon sur rue. Et que donc, justement, il tenait de la volonté de la fédération d'associer la NFPG. Quand même, dans toutes ces discussions, dans la situation du footballeur, du joueur de football au Gabon. Et que donc, cet acte-là, que les responsables de la NFPG, accompagnés de leurs membres, ont posé à la fédération et qui finalement a conduit la fédération à arrêter toute forme de collaboration avec eux, est-ce que ça ne marque pas là un divorce clair, net, puisque dans l'enchaînement, on a vu aux assises que la NFPG n'a pas été conviée. Ça aussi, ça ne va pas, ça devrait peser peut-être sur la balance pour les c'est certain, c'est certain, Baba. Ce qui s'est passé, c'est qu'on devrait le condamner d'une manière ou d'une autre. On peut le déplorer. Mais sauf que lorsque l'on veut construire, lorsqu'il y a de la matière quelque part, on ne peut pas s'en priver parce qu'il y a eu un acte délictueux qui a été posé. Je suis sûr que l'ANFPG aux assises aurait tout aussi apporté que l'AFG. Ça, c'est clair. Mais malheureusement, aujourd'hui, à ce que je sache, les assises n'étaient pas une activité de la FEGAFOOT. Donc, on aurait tout aussi pu inviter l'ANFPG que l'a été l'AFG, par exemple. Donc, c'est pas une activité. On peut le considérer comme ça, comme on le dit. Oui. Bon, l'abondance du bien ne nuit pas. Papa, mais maintenant qu'il y a eu cet acte qui a été posé, c'est un acte de violence. On ne peut pas accepter la violence. Peu importe les maladresses ou peu importe les non-dits ou à la limite la suspicion qui a entouré cet acte-là ou qui l'a occasionné. On peut tous le regretter. Mais il va de soi qu'il est beaucoup plus difficile de travailler avec un partenaire qui pose des actes répréhensifs plutôt qu'avec un autre qui est d'office reconnu, donc qui dispose d'une légitimité, même s'il est moins vocal, mais de par le fait que statutairement, celui qui soit reconnu, on ne peut pas vous faire un procès là-dessus. Et la seule chose que je puis regretter, c'est le fait que la NFPG ne soit pas allée aux assises à cause, sans doute, d'un incident qu'il a eu avec la FEGAFOOT. Mais sachant que les assises ne sont pas organisées, ne sont pas la propriété de la FEGAFOOT, on aurait pu quand même au moins signer une petite trêve, ne fût-ce que morale, pour un temps, afin que ceux-là qui boudent viennent
défendent leurs idées aux assises. Donc, à ce jeu-là, je crois que le divorce, il est peut-être prononcé, mais je pense qu'on peut, il n'est peut-être pas prononcé. En fait, on tend peut-être vers, même si le président de la FEGAFOOT a dit que le divorce était consommé, je crois qu'il y a possibilité de concilier certaines positions quand on sait que la NFPG, quand même, c'est une représentation assez importante des footballeurs professionnels gabonais, en sachant qu'on est encore dans la logique du football professionnel. Et de l'autre côté, il y a que la FG siège au Congrès, c'est l'association qui est reconnue par la FEGAFOOT. Donc, l'un peut toujours se rapprocher de l'autre, mais ceci dans l'intérêt du plus grand nombre, à savoir les footballeurs. Bien, ben, écoute, Léandre, je te remercie déjà pour la conclusion qui nous amène à reconnaître que, comme l'a dit Morvan, il serait judicieux que les deux parties se rapprochent pour l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire les footballeurs, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, ce qui va nous amener à la troisième partie, en parlant, où on va parler des perspectives, parce que bon, la situation, on la connaît. Aujourd'hui, elle est alarmante au niveau des footballeurs. Les assises sont organisées et il faut forcément quand même qu'on se pose la question, et demain, que fait-on? Et là, je vais me tourner vers Morvan pour lui demander, aujourd'hui, la situation, on va dire, le constat, il est fait. On sait aujourd'hui qu'il faut un statut, aux footballeurs. Ça, c'est l'architecture. Mais maintenant, quel pourrait être son contenu? Quels seront les signataires? Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce statut? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui entourent le footballeur. On parle du joueur international, on parle du joueur local, on parle de l'apprenti, on parle des stagiaires, on parle également même du football féminin, on parle de beaucoup de choses. Donc, comment on peut articuler tout cela? Et même si tout à l'heure, bon, tu as dit que normalement, ce sont ceux qui sont à la manette, donc le ministère, la fédération et la LINAF, qui doivent impulser, n'est-ce pas, le ton. Mais on peut penser également que les deux associations que vous êtes, vous pouvez apporter un support sur lequel, par exemple, les instances seraient prêtes à discuter pour qu'on puisse aller le plus vite possible, par exemple. Oui, bien sûr. Pour sortir des assises qui sont actuellement organisées, il y a un panel d'experts, il y a des juristes là-bas également. Pour sortir des assises, dans les recommandations qui ont été données quasiment par toutes les sous-commissions, il y avait l'intérêt manifeste de créer un cadre juridique adéquat à la pratique du football. Voilà. Maintenant, les juristes qui vont se pencher sur la question du statut des footballeurs le feront de concert avec les associations de football. Ça, c'est déjà un acquis. D'accord. Les juristes-là sont associés aux associations de footballeurs. Et moi, étant présent aux assises, je vais faire mien le devoir de faire en sorte que, puisque les commissions et les sous-commissions ont la latitude d'auditionner toutes les personnes ressources, d'apporter un plus aux travaux, à ce moment-là, la NFPG sera invitée pour être auditionnée et ils pourront, de ce fait, présenter tout ce qu'ils ont comme cahier de charge à l'endroit de ces juristes-là en vue de la production du statut. Mais moi, la crainte que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ce sont de nouvelles assises qui sont organisées. Mais avant ces assises-là, il y en avait déjà eu. Ces assises aussi avaient débouché sur des recommandations. Est-ce que ne sommes-nous pas en train de refaire la même chose et de se retrouver dans 2-3 ans dans la même situation où aucune recommandation n'est pas prise en compte? J'espère que non. Hein. Voilà. J'espère que non, que cette fois-ci sera la bonne. Lorsque j'ai vu la détermination des panélistes, lorsque j'ai vu la qualité du travail produit en 5 jours,
je suis convaincu que si vraiment toutes ces recommandations fortes sont prises en compte par la tutelle, nous allons déboucher sur quelque chose de formidable qui permettra certainement le redémarrage du football national. On espère tous. Mais ça ne m'empêche pas, en me tournant vers Léandre, de demander justement la fédération et la LINAF, quels sont les moyens qu'ils ont, les moyens de pression qu'ils ont pour justement au moment où ce statut serait mis en place, quels sont les moyens de pression qu'ils ont pour que les clubs respectent les clauses contractuelles. Quels sont ces moyens qu'ils peuvent utiliser lorsqu'on sait par exemple qu'au niveau de la LINAF, les clubs ont un large impact au niveau du vote. Et ce sont ces clubs-là justement qui, en jouant avec, au détriment des joueurs, font en sorte que les clauses contractuelles, même si le championnat n'était pas professionnel, mais il y avait des contrats qui étaient signés. Et même comme on le dit, même un accord verbal est un accord verbal qu'il faut respecter. Mais qu'est-ce que la fédération et la LINAF peuvent mettre en œuvre pour justement faire en sorte que les clubs appliquent le statut qui va être mis en place? Bah, écoutez, Baba, déjà, Morvan nous a plus ou moins briefé sur ce qui se déroule là-bas. On garde espoir parce que, bon, on ne peut pas préjuger de ce qui va sortir, mais en tout cas, après l'intervention de Morvan tout à l'heure, il y a quand même lieu d'espérer que au sortir de ces assises, on n'aura pas le sentiment que ça aurait été des assises de foot. Alors, maintenant, le cadre juridique dont il est fait question ici, nous avons déjà à ce jour la loi sur le sport, même si là-dedans, vous verrez par rapport à ces, j'espère que les assises n'iront pas en contradiction avec la loi sur le sport, ça c'est déjà quelque chose. Maintenant, au niveau des textes d'application qui devront être mis en place, que ce soit en ce qui concerne le statut, parce que bon, là, il faudrait qu'on aille vers un statut particulier du footballeur ou du sportif, c'est ça selon. Et il est clair que dans ce statut, on devra y mettre des dispositions contraignantes aussi bien pour l'employeur que pour le footballeur lui-même. Donc, ça veut dire que si on n'est pas tenu de respecter ce qui est contenu dans ce statut-là, c'est clair qu'il y a derrière le bâton qui vous sera appliqué, quelle que soit votre posture, quelle que soit la situation qui sera la vôtre à ce moment-là. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a un règlement, c'est que ce règlement, il y a des dispositions contraignantes qui obligent chaque acteur à se conformer. Et au cas où vous ne vous conformez pas, c'est clair que vous vous exposez à des sanctions. Maintenant, il ne nous appartient pas ici de spéculer sur la nature ou l'ordre de ces sanctions-là. Oui. Il est évident que pour que les choses puissent aller dans le sens souhaité, de sorte que nous ne soyons pas demain après-demain appelés à revivre la situation de ces gens qui baignent dans la précarité, il faudrait que derrière, il y ait toute une batterie de mesures qui puissent aussi bien encadrer la pratique du football que tout ce qui relève des avantages liés et des obligations des différentes parties. Donc, on ne peut pas se positionner là maintenant pour dire ce qui devra se faire, mais toujours est-il que dans la foulée de ces assises-là, il y a lieu d'espérer que ce que nous venons de dire concernant le statut professionnel sera quelque part pris en compte ou a fait l'objet de réflexion, de sorte que nous ne puissions plus vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la déchéance des footballeurs qui sont devenus rien d'autre que des mendiants de la République. D'accord. Donc, moi, j'ai pris le soin de vous présenter, je vais le faire tout à l'heure, n'est-ce pas, les différentes propositions qui ont été faites par l'ANFPG. On va le regarder tout à l'heure et puis vous allez me donner votre avis. Mais avant ça, quand même, j'ai une question pour Morvan, c'est-à-dire que Morvan, tu as été aux assises et depuis un bon bout de temps, tu essaies de revigorer l'association des footballeurs du Gabon. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un réel intérêt dans le mouvement sportif à prendre véritablement en compte le statut du footballeur, le footballeur qui fait le football? Est-ce que quand tu regardes des assises
et des échanges que tu as avec plusieurs personnalités qui gèrent, n'est-ce pas, les organismes sportifs, est-ce que tu as le sentiment véritablement que, oui, ils ont à cœur, n'est-ce pas, d'intégrer de manière véritablement sincère à l'endroit qu'il faut le footballeur gabonais dans le mouvement sportif? Oui, oui, absolument. Absolument. Alors, vraiment, tout le monde a la ferme volonté, parce que le spectacle qu'offrent aujourd'hui les footballeurs est très réjouissant. Alors, tout le monde a la ferme volonté. Il faut que cette clochardisation des footballeurs s'arrête. Que cela passe nécessairement par la mise en place de plusieurs mécanismes nécessaires à leur épanouissement. Voilà. De tous les échanges que j'ai eus, même du discours du président de la commission, vraiment tout le monde est déterminé pour faire en sorte qu'au sortir de là, toutes ces recommandations et les résolutions qui vont être prises soient mises en œuvre de façon efficiente pour que les footballeurs ne disent plus ce qu'on a vécu par le passé. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est le sentiment que j'ai au regard des échanges que j'ai avec les gens. Écoute, on prie, on croise les doigts, hein, que, comme on l'a tous dit ici, que finalement, ces assises n'accouchent pas d'une souris et que les recommandations qui vont être prônées là-bas puissent être mises en application. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais pris le soin. Donc, messieurs, comme je vous le disais, je souhaiterais vous mettre à contribution pour examiner et me donner votre avis, hein, sur les propositions qui ont été faites par l'ANFPG, que je vous présente là, sur cette image. Donc, le statut professionnel, la situation sociale, on voit bien toute une batterie de propositions, de réformes qui ont été établies sur la base de constats, donc, et des causes qui ont été également définies, et de ce qui est préconisé. Donc, on va aller rapidement sur ce qui a été proposé sur, n'est-ce pas, les minima salariaux et de primes. Après, moi, ma question est de vous demander, est-ce que, selon vous, cela est réaliste par rapport au contexte actuel, au niveau du championnat, parce que on le sait très bien, à la valeur des joueurs également. Quand je regarde ici, première division, 250 000 francs. Deuxième division, 200 000 francs pour, en ce qui concerne les salaires, je suppose, pour les joueurs qui ne sont pas internationaux. Les joueurs internationaux à 500 000 francs. International à prime 400 000. Les joueurs de première division, en ce qui concerne les primes, 40 000 francs, 20 000 francs match nul. Deuxième division, 30 000 francs, 15 000 francs match nul. Donc, le reste, hein, ce sont les examens médicaux et le respect du protocole sanitaire. Donc, ma question, elle est celle-là. Je vais commencer par lui, Léandre. Quand tu regardes ce qui est proposé en termes de salaire, de primes de match, est-ce que cela te semble réaliste et applicable dans le contexte actuel au Gabon? Ben, très sincèrement, c'est d'abord la ressource. Ouais, on la tire d'où exactement? Et quand on va sur des minima de cette nature, connaissant la conjoncture économique de notre pays, il aurait été souhaitable que l'on dise d'où proviendrait la manne qui permettrait cette distribution-là. Ça veut dire que si on attend que ce soit l'État qui rémunère tout le monde à cette hauteur-là, à mon avis, ce n'est pas réaliste parce que l'État aujourd'hui veut se désengager, l'État ne veut pas continuer à assurer ça. Maintenant, pour que ça ne soit pas un vœu pieux, si les clubs peuvent, d'une manière ou d'une autre, mobiliser suffisamment d'argent et puis se dire qu'ils en ont suffisamment et qu'on peut respecter ces minima,
eh bien, c'est tant mieux pour les footballeurs. Mais en l'état actuel des choses, si c'est l'État qui finance, il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce que ça représente, parce que bon, là, je vois, c'est essentiellement pour les footballeurs. Je ne sais pas comment sont traités les staffs, c'est-à-dire que ce soit les entraîneurs, leurs adjoints, disons tous les staffs techniques qui encadrent tous les athlètes que nous voyons ici. Comment sont calculés les émoluments de ces gens-là? Et quand on sait que, comme je disais tout à l'heure, c'est que si vous êtes un stagiaire, vous avez signé un contrat stagiaire pro, vous vous retrouvez où? À 250 000, au même niveau que le professionnel, ou vous avez une rémunération moins importante en sachant que vous êtes stagiaire. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que le contrat, si tous les clubs peuvent s'aligner, c'est une bonne chose. Mais là n'est pas la question en ce qui me concerne. La question, c'est où va-t-on mobiliser cette ressource-là? Est-ce que l'État s'engage à dégager encore une même masse? Ou bien il faudra que chaque club se débrouille à trouver de la ressource pour s'aligner sur ces montants-là, pour que ça ne soit pas un vœu pieux. D'accord. Morvan, est-ce que ce qui est proposé ici te semble logique, objectif? Est-ce que, évidemment, l'AFG est prête à soutenir ces propositions qui sont faites par la NFPG aux décideurs du football au Gabon? Écoute, Valérie, je pense que Léandre a bien posé la problématique. On voit une condition de reprise de l'heure professionnelle du Gabon. La ressource vient d'où? Comme le disait justement Léandre, l'État est en train de se développer. Je ne vois pas en l'état actuel la situation des clubs gabonais. Je ne sais pas s'il y a un club gabonais qui est capable de son propre de payer ses salaires. Je ne sais pas. Là, il n'y a que les concepteurs de ce projet qui peuvent mieux nous édifier sur la ressource qui va financer ça. Même si c'est l'État, ça va être difficile. Maintenant, si ce sont les clubs que je vois là, c'est totalement hypocrite. La situation actuelle, la conjoncture actuelle du football gabonais ne permet à aucun club d'engager à payer ça. C'est un point de vue que je donne au vu de la réalité sur le terrain. Maintenant, ceux qui ont conçu ce projet, peut-être qu'ils savent où est-ce qu'ils vont trouver les ressources. En tout cas, l'avenir nous dira, puisque on attend les résolutions des assises et bien évidemment leur mise en application. Et peut-être qu'à cette occasion, on regardera comment réaliser une émission sur cela. Pour l'heure, messieurs, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour, n'est-ce pas, répondre à notre invitation. Et je vous laisse, bien évidemment, le mot de la fin. Léandre. Écoutez, Vava, je tiens déjà à te remercier pour m'avoir permis de m'exprimer et surtout d'échanger avec Morvan, que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Je ne sais même pas si Morvan est à Libreville ou il est à Port-Gentil. Je n'ai pas croisé Morvan depuis un certain temps. Et très heureux qu'il soit aux assises en tant que représentant donc, des footballeurs du Gabon. Nous sommes tous des venus du football. Personne n'a intérêt à ce que ce football-là ne redémarre pas. Nous sommes des passionnés, nous apprécions ce sport-là pour lequel chacun de nous s'est investi ou continue à s'investir d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur de ce sport qui nous a fait vivre et qui continuera, j'espère, à nous faire vibrer. Le temps pour nous
espérer que le moment venu, les autorités nous permettront de revivre comme il se doit la pratique de ce sport-là. Donc, merci encore de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir. Bonne soirée à vous et surtout à très bientôt. Merci, Léandre. Morvan, comme je le disais à Léandre, merci d'avoir pris de ton temps. Tu sortais des assises et tu as quand même répondu présent à l'invitation. C'est très louable de ta part. Donc, ton mot de fin par rapport justement à ce qu'on a évoqué et ce qui peut arriver pour le football dans les jours à venir, les mois à venir, voire les années à venir. Déjà, répondre à une préoccupation de Léandre là. Je suis à Libreville, Léandre, mais Libreville, c'est tellement compliqué avec les heures de foot que c'est devenu difficile qu'on se voit. Je suis à Libreville. Non, Valérie, également, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer également ce soir. Comme disait Léandre, nous sommes football à bercer quasiment toute une partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est avec tristesse et désolation que j'assiste à ce spectacle. Ce spectacle où les petits ne jouent plus, les stades sont vides, la qualité du jeu n'est plus telle qu'elle était. Alors, vivement que les assises organisées actuellement débouchent sur des résolutions concrètes seront mises en œuvre pour que le football national regagne celle. Parce que aujourd'hui partout ailleurs, les petits, le championnat s'est arrêté parce qu'il y avait la crise sanitaire, d'accord. On craignait pour ces jeunes-là. Partout ailleurs, les championnats ont repris. Le cadre sanitaire adéquat a été mis en place. La preuve, c'est que lors des matchs internationaux qui déroulent au Gabon, les matchs se déroulent. Le protocole sanitaire est là. Donc, c'est aujourd'hui une volonté. Que les choses redémarrent. Parce que si jamais notre championnat ne redémarre pas, comme j'ai toujours coutume à le dire, mais ces footballeurs-là, ils ne mourront pas de Covid. Ils mourront parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir. Ils mourront parce qu'ils n'arrivent plus à se soigner. Ils n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école. Beaucoup parmi eux se retrouvent dans la rue parce qu'ils sont incapables de payer leur loyer. Il y en a dont les compagnes sont parties. Donc vous comprenez que c'est une situation difficile. Personne, aucun passionné de football ne peut être content de vivre ce genre de choses. Donc le souhait vraiment, c'est que ça redémarre et que ces jeunes-là recommencent à pratiquer leur passion. Merci encore Valérie pour cette question. Bien. Je suis disponible pour toi à chaque fois que tu es. D'accord, Morvan et Léandre. Je vous remercie une fois de plus et je remercie également tous qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission de la chronique de Vava avec un sujet qui certainement ne manquera pas d'avoir d'attrait concernant bien évidemment, toujours lié au domaine sportif. Donc, merci à tous, portez-vous bien et ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, alors, on arrête.